Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier tome d'Ultimate Spider-Man en omnibus. Un omnibus qui a fait les jours heureux d'Original Comics puisque nous avons vendu plus de 1200 exemplaires de l'omnibus que vous voyez à l'écran et que vous avez sous les yeux. 1200 exemplaires, c'est complètement incroyable, c'est un record et c'est complètement inégalé. C'est cet omnibus qui a tout déclenché, qui a déclenché la vague d'omnibus que nous avons eu depuis 3 ans, la vague d'omnibus qui inonde les boutiques de comics, les librairies indépendantes et la France tout entière. Et oui, grâce au succès de cet omnibus dont vous avez été les artisans, puisque c'est vous qui en avez fait le succès, eh bien Panini s'est dit qu'il y avait un marché et a décidé de nous sortir 2 omnibus par mois en moyenne et nous propose désormais énormément de contenu de qualité avec évidemment des omnibus absolument incontournables. Un omnibus qui était très attendu pour une série cultissime. Il s'agit de Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis, Mark Bagley avec Art Thibert à l'ancrage. Ultimate Spider-Man, c'est quoi? Nous sommes au début des années 2000. Les comics ne vont pas très bien. Marvel a passé quelques années compliquées et comme souvent, il est difficile de recruter des nouveaux lecteurs. C'est très compliqué de séduire un nouveau lectorat. Et puis même, les séries Spider-Man souffrent de continuité un petit peu hasardeuses. Elles sont loin les années Todd McFarlane où la série se vendait à des millions d'exemplaires. La saga du clone est passée par là. Il faut donner un 109. Quelques mois plus tôt, John Byrne avait été appelé à la rescousse. Vous savez, John Byrne, c'est le dessinateur des X-Men dans les années 80, puis des 4 Fantastiques. Il a relancé en 1986 ou 88 la série Superman en repartant quasiment de zéro et en donnant un ton complètement frais. Et donc, on fait appel à lui au milieu des années 90, à la fin des années 90, même pour relancer Spider-Man avec ce qui s'appellera Spider-Man Chapter 1, qui est déjà une sorte de Ultimate Spider-Man. Cette série ne rencontre pas le succès escompté parce que l'époque a changé. John Byrne est une légende, mais il peine à renouveler le genre. Il ne fait que citer Jack Kirby et Stan Lee, et malgré les qualités de son récit, eh bien la série est abandonnée au bout de 12 numéros. Il faut donc du 109, il faut donc qu'il se passe quelque chose dans l'univers des comics, et Joe Quesada, alors éditeur en chef, et Bill Jemas, co-scénariste de cette série, en tout cas co-créateur et crédité comme tel, même si c'est Brian Michael Bendis qui a visiblement fait le job, eh bien relance Ultimate Spider-Man. Le but est d'amener Spider-Man dans les années 2000, tout simplement, et de faire en sorte que les gens redécouvrent Spider-Man en tant que personnage. Nous sommes en 2000, c'est l'année où sort le film de Sam Raimi, et c'est le moment parfait pour relancer cela. Le but n'est pas de copier le film, ne pas de faire quelque chose qui serait une adaptation, mais de raconter de façon différente, avec une voix différente, avec des idées différentes, avec une approche différente, eh bien, les origines de Peter Parker. On va oublier tout ce qui s'est passé avant, on va re-raconter les grandes histoires avec une façon de raconter des histoires modernes, avec un storytelling, avec un dessin, avec les codes d'aujourd'hui. Et on va repartir sur les origines. Peter Parker n'a plus une trentaine d'années, il n'est pas marié. C'est un jeune adolescent et qui va se faire mordre par une araignée radioactive et qui va découvrir qu'il a des pouvoirs. On repart au basique. En fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que les épisodes de Jack Kirby, les épisodes de Stan Lee et Steve Ditko, parce que là, c'est Steve Ditko, évidemment, Jack Kirby avait fait la couverture du premier numéro. Eh bien, ces épisodes, ils ont beau être cultes, et aujourd'hui, ils sont réédités maintes fois. C'est vraiment des épisodes qu'on adore. Eh bien, le dessin peut paraître parfois, eh bien, non pas daté, mais eh bien, dans son époque, la façon de dessiner dans les années 60 n'est pas du tout celle qui parle aux jeunes générations, notamment aux États-Unis, qui, dans les années qui suivent, découvriront le manga. Donc il faut donc eh bien, re-raconter ces histoires, et l'idée, elle est brillantissime. Elle est brillantissime puisque
ces comics non seulement vont marcher, mais en plus ils vont devenir cultes. Et puis de 20 ans après, ils continuent à être édités et ils remportent un succès absolument phénoménal. Voilà pour l'introduction. Voilà comment est née cette série et voilà comment Brian Michael Bendis, un scénariste qui à l'époque venait de l'indé, puisqu'il avait fait des comics en noir et blanc, qu'il avait lui-même dessiné, publié en indépendant. Voilà comment il a pris en main, il a pris ses couvertures, il a pris cette série pour lui et il va scénariser 140 épisodes tout simplement et ce qui va même l'amener à créer le successeur de Peter Parker avec Miles Morales, mais ça c'est une autre histoire. Bill Jemas, il avait travaillé pour Todd McFarlane, Brian Michael Bendis, il avait travaillé pour Todd McFarlane et donc il arrive vraiment sur sa première grosse série, tout comme Mark Bagley qui était là depuis quasiment une dizaine d'années. Il avait un parcours absolument incroyable, il avait fait ses classes avec New Warrior, il avait lancé avec succès Thunderbolt, il avait fait du Spider-Man pendant la saga du clone, donc Spider-Man il connaissait déjà, mais là on le prend et c'est lui le dessinateur star et c'est lui qui va devenir la légende. Sur les 140 numéros, je crois qu'il en dessine quasiment 110 ou 115. C'est tout simplement exceptionnel. Les couvertures sont signées par Joe Quesada, des couvertures qui à l'époque était un mélange de photos et de dessins avec un traitement des couleurs assez réaliste. C'était pas mon aspect préféré, les couvertures. Je dois vous dire que je préférais les intérieurs. Alors, l'idée c'est quoi? Brian Michael Bendis, il est connu pour son sens du dialogue et son sens des caractérisations et des personnages. Voici Peter Parker, il a une quinzaine d'années, il est au lycée et il a cette vie de lycée un petit peu de lycéen. Il est amoureux de Gwen Stacy et il est amoureux enfin voilà, il y a des filles autour de lui, Mary Jane ici, et il est tout simplement un peu dans son coin, un peu rêveur, un peu studieux, et donc il n'est pas cool quoi. Il n'a pas au niveau coolitude au lycée, c'est pas lui le champion. Son oncle Ben est là pour évidemment le guider, mais il est un peu maltraité dans sa classe. Donc, vous voyez, donc, le dessin et le traitement sont modernes. Ça dénote complètement, comparé avec ce qu'avait fait Steve Ditko à l'époque. Mais c'est vraiment quelque chose qui est dans son époque et qui est parfait, en fait, qui est vraiment parfait pour la nouvelle génération. Donc, voilà, il a sa vie de famille. Il est très intelligent et il est un peu seul dans cette vie, mais voilà. Et donc, il va faire ses expériences chez Oscorp et il va se faire piquer donc, par cette araignée. Une des particularités de la série, c'est que vous n'allez pas voir Spider-Man pendant le premier numéro. Et vous n'allez pas avoir le costume pendant au moins les 5 ou 6 premiers numéros, puisque Brian Michael Bendis, je vous le disais, c'est quelqu'un qui aime raconter des histoires et qui aime leur créer un cocon. Alors, le corps de Peter Parker va changer. Il va commencer à voir qu'il a des pouvoirs, mais il va se faire lui-même des analyses de sang. Regardez ses mains. J'aime bien la façon dont Mark Bagley dessine les mains. J'ai toujours trouvé ça super. Donc, il va commencer à voir qu'il a des pouvoirs. Et à la fin du deuxième épisode, il se rend compte qu'il a récupéré les pouvoirs de l'araignée, à la fin du premier épisode, qui est un épisode double. Donc, il y a le Spider-Man dans les couvertures, mais il n'y a pas encore de Spider-Man. Donc, bon, la mutation se fait... Ça prenait 4 pages dans le premier épisode de Spider-Man. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le premier épisode de Spider-Man de 1962 ou 61, eh bien, ça se passe dans... le premier arc, donc les 7 premiers numéros, donc ils prennent le temps de raconter l'histoire, de que chaque personnage ait sa propre personnalité, qu'on comprenne bien les enjeux, qu'on comprenne les personnages, pour créer de la profondeur, pour créer de l'empathie envers tous les héros. Et donc voilà. Alors il va évidemment, comme vous le voyez à l'image, faire du catch pour essayer d'un peu de gagner de l'argent, payer les factures, aider son oncle et sa tante. Et il va devenir un champion de basketball là où il était un petit peu nul avant. Voilà. Donc le personnage change, mais même Mary Jane, elle est moins intéressée parce qu'il devient un peu prétentieux, etc. Et là, il se crée, parce qu'il a toujours été très fort en couture dans toutes les dimensions, Spider-Man,
Un costume à 15 ans. Moi, si vous me demandez de me créer un costume à 15 ans, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi cool. Voilà, et donc d'autres expériences apparaissent évidemment chez Oscorp, et donc vous allez voir que d'autres créatures vont apparaître. Donc il a sa petite vie, etc. Là, c'est la scène où il y a quelqu'un qui vole et qui dit c'est pas mon problème, et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Eh bien, l'oncle Ben sera une des victimes de tout ça. Et donc, petit sermon d'oncle Ben. Là, le personnage est devenu hyper arrogant et il commence à dragouiller, il commence à prendre confiance. Mary Jane est complètement anéantie. Elle ne reconnaît pas son Peter Parker. Et quand, après avoir fait une sorte de fugue, Peter Parker revient, il se rend compte que l'oncle Ben est passé de l'autre côté et qu'il y a eu un problème et que, regardez-le, il est abattu, l'oncle Ben n'est plus là. Il va décider de se venger et il va se rendre compte que avec de grands pouvoirs, eh bien, ça implique de grandes responsabilités. Et donc, la légende est forgée. Et donc, Peter Parker va devenir eh bien, ce héros. Il va se rabibocher avec Mary Jane. Et puis voilà. Et puis, il va même trouver un petit boulot. Voilà, Spider-Man en slip, toujours intéressant. Il va se trouver un petit boulot au Daily Bugle, mais ça, c'est par la suite. Et voilà donc, au bout du 6e numéro, le costume final, dans un dessin flamboyant, par Mark Bagley, qui est tout simplement exceptionnel, quasiment le même. J'avais regardé, je ne sais pas si c'est le même, je ne me souviens plus. J'avais regardé, et donc voilà, et donc il découvre celui qui deviendra sa némésis, puisque c'est la vision du Green Goblin, hein, qui est donc une version très différente de la version que vous connaissez dans les comics de l'univers classique. Donc voilà, moi j'adore ces dessins, j'adore quand Mark Bagley dessine Spider-Man en costume, je trouve que c'est sa grande force. Mark Bagley qui a donc fait à peu près 115-120 épisodes de ce Ultimate Spider-Man, et qui a fait jusqu'à 2 numéros par mois, ce qui est assez exceptionnel. En fait, cette série, quand elle est sortie aux États-Unis, moi je me souviens, j'habitais aux États-Unis, donc je peux vous raconter l'histoire. Cette série, quand elle est sortie aux États-Unis, eh bien, je suis allé dans un comic shop qui s'appelait à Tampa, où j'habitais le jour de la sortie. Chez Merlin Comics, je ne sais pas si ça existe encore. Merlin Comics j'arrive, je fais le tour des rayons 1 fois, 2 fois, 3 fois, je dis mais pourquoi ils l'ont pas? Et je vais demander, bonjour, vous avez Ultimate Spider-Man? Il me dit, fallait le réserver. Et en fait, les comics allaient tellement pas bien, je me demande d'ailleurs comment cette boutique faisait pour tenir, que le comics, ils n'avaient même pas pris le risque d'en commander trop, ils l'avaient juste fait sur réservation. Et là, je suis, oh, c'est dommage. Je me dis, à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, à l'époque, il n'y avait pas de... Et là, je me dis, mais comment je vais faire pour me trouver ce comics si c'est que sur réservation? Et puis, je me suis dit, mais pourquoi le libraire n'en a pas commandé 10 de plus? Parce que, ok, il a peut-être 20 clients ou 50 clients qui lui ont réservé, mais pourquoi il n'en a pas commandé 10 de plus pour essayer de recruter des nouveaux clients et lancer... C'est quand même historique d'avoir un numéro 1 de Spider-Man, parce que des numéros 1 de Spider-Man, aujourd'hui, on en a des dizaines, on en a des centaines. Mais à l'époque, on n'en avait pas. Et donc, du coup, c'était historique. Et j'étais super déçu. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait accès aux chiffres de vente sur les sites internet américains. Aujourd'hui, on n'a plus accès aux chiffres de vente depuis le Covid. Et ça fait 3 ans qu'on n'a plus accès aux chiffres de vente. C'est bien dommage. Et je me souviens qu'à l'époque, les ventes, c'était 50 000 exemplaires. Alors, j'ai discuté avec le type, je lui dis ouais, c'est un peu dommage et tout. Alors, je n'ai pas essayé de le convaincre parce qu'à l'époque, mon niveau d'anglais n'était pas assez suffisant pour soutenir un argumentaire. Et le gars, il regarde sous son comptoir, il m'en sort un et il me le vend. Et à l'époque, ça coûtait 2,99 €. Et donc, j'ai acheté mon comics et j'ai eu pendant longtemps. J'ai fait la bêtise de le revendre parce que je me suis retrouvé dans une période où je ne travaillais pas il y a très longtemps, une dizaine d'années. Et je me suis dit, j'avais regardé et j'avais vu il cotait parce qu'il était très recherché et je l'avais vendu et j'avais bien vendu. Alors ça, c'est du pur Mark Bagley, hein. Ça, c'est absolument génial de voir Mark Bagley dessiner comme ça. Mark Bagley qui a dessiné des centaines de pages et je me demande
combien coûtent ces pages et où est-ce qu'on les trouve, parce que je rêverais d'avoir une page de Mark Bagley sur Ultimate Spider-Man, et je sais que ça cote un peu maintenant. Ça, c'est le reveal. C'est quand Peter Parker apprend à Mary Jane qu'il est Spider-Man et qu'il a des pouvoirs. Donc très très vite, elle l'apprend, donc le côté identité secrète auprès de ses proches va très très vite sauter. Alors je me souviens du plaisir évidemment de lire cette série. Je me souviens évidemment du plaisir. Là, dis donc, moi, à 15 ans, si j'avais eu Mary Jane Watson Parker dans ma chambre comme ça, qui est aussi fascinée avec des grands yeux et un beau sourire, j'aurais craqué quand même parce que elle est magnifique. Et là, regardez, et non, tac, 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 comme dans les bons films. Ça ne se passe pas. Cet épisode est absolument génial parce que c'est du pur Brian Michael Bendis avec ses personnages. Il adore ses personnages, Brian Michael Bendis, et il en fait des dialogues savoureux à l'arrivée du Dr Octopus. Brian Michael Bendis, il aime bien, et cet épisode que nous venons de voir, il est à tout point de vue absolument génial parce que voilà. Gwen Stacy, voilà, Gwen Stacy qui est un peu la rebelle et donc qui va semer le doute parce que Peter Parker, il a des hormones en feu. Et il a beau avoir le début d'une relation... les mains. Il a beau avoir un début de relation avec Mary Jane, eh ben, il voit qu'il y a autre chose à côté. Et donc voilà. Et là, je crois que oui. Là, il découvre, il se dit, tiens, c'est peut-être Peter Parker, Spider-Man. Donc, il y a des gens qui commencent à faire le lien de tout ça. Et ça va commencer peut-être à se savoir. Et voilà. Et donc, il y a énormément de scènes d'interaction qui se passent au lycée. Et c'est super parce que les personnages sont très bien écrits, c'est très juste. C'est vraiment génial et c'était vraiment révolutionnaire pour l'époque. Alors évidemment pour l'époque les looks, certains looks étaient un peu bizarres. Il y avait du bouc, il y avait des catogans, il y avait des choses un peu qu'on a du mal à voir aujourd'hui. Mais Mark Bagley, il a fait un travail exceptionnel et vraiment c'est tout simplement génial de voir ça. Son Spider-Man en action, il est fabuleux. Comme vous le voyez, il y a des numéros, il y a de la page. Il y a tout ce qu'il faut. Donc je vous disais que j'ai eu la chance d'avoir les premiers numéros aux États-Unis. Le 2, je l'ai encore. Le 1, je ne l'ai plus malheureusement. Peut-être qu'un jour, je me l'offrirai en souvenir de ces années. Mais je suis tellement content que ça soit ressorti en omnibus. Et je suis tellement content qu'on vous l'ait proposé. Et je suis tellement content que dans mes années libraires, j'ai pu faire ce succès avec vous. Et que même Panini ait fait des yeux tout ronds quand ils ont vu qu'on en avait vendu 1200 parce que c'est exceptionnel et parce que vous avez été merveilleux et vous avez fait de ce titre un succès et que ça a longtemps fait vivre Original Comics, même si les omnibus, la hype est un peu retombée et que maintenant les ventes sont revenues à un niveau, on va dire, plus que raisonnable, c'est un euphémisme. Eh bien, celui-là est un succès et je suis content que ce soit celui-là. Il y a une véritable cote d'amour pour les omnibus à une époque, en tout cas, et il y a une véritable cote d'amour surtout pour l'univers Ultimate. Puisque Ultimate Spider-Man, on connaît son succès en omnibus, donc de ses rééditions qui étaient très attendues parce que cette série, elle est Kraven le Chasseur, donc dans un nouvel arc. En fait, chaque personnage va arriver petit à petit, vous allez le voir, et on va pouvoir donc découvrir pas à pas ces héros. Et nous allons pouvoir pas à pas découvrir les méchants de cet univers. Je vais parler de l'univers Ultimate, j'adore ce dessin. On va faire une pause là-dessus quelques secondes le temps que je vous parle. J'adore l'univers Ultimate et il m'a vraiment marqué au début des années 2000 parce que j'ai trouvé que c'était ce qu'il fallait faire et qu'en plus le résultat était à la hauteur. Ultimate Spider-Man, c'était un plaisir chaque mois de le dévorer. Ultimate X-Men a été une série que j'ai adoré. Moi, j'adore les X-Men. Et puis les Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch. Quelle claque. Je me souviens de l'attente autour des Ultimate Fantastic Four qu'il y a eu, puisque c'était Adam Kubert et Mark Millar et Brian Michael Bendis qui étaient aux manettes. Je me souviens qu'on a attendu ces séries, qu'on les a dévorées. J'ai encore tous ces numéros, parce que j'ai fait la bêtise de revendre Ultimate Spider-Man 1, mais j'ai eu l'intelligence de garder tout le reste. Donc j'ai toutes ces séries, et je suis tellement content de les avoir et d'avoir vécu cette époque. J'étais déjà vieux, c'est les années où c'était la fin de mes études et je commençais à bosser avec
avec mes salaires, j'allais dans le quartier latin tous les mercredis pour acheter mes comics en version originale, les dévorer et j'étais tellement content de les lire et de les découvrir. C'était tout simplement phénoménal. La scène du pont avec Mary Jane. Voilà, toutes les grandes scènes iconiques, elle est sauvée. Toutes les grandes scènes iconiques est-ce qu'elle est sauvée? Je ne me souviens plus. Oui, elle est sauvée, oui, parce qu'on la revoit après. Oui, oui, elle est sauvée. J'ai eu un doute, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Voilà, c'était une époque formidable. C'est une époque que j'ai adorée. Arriver à Paris, aller tous les mercredis acheter mes comics. Et puis, voilà, mes premiers salaires, à l'époque, avec très très peu de charges, hein, pas d'enfants, pas de crédit, pas de... et puis on vivait à une époque où tout coûtait beaucoup moins cher. On se régalait, on pouvait mettre 3 euros ou 4 euros dans un comics tous les mois et on se régalait de ces aventures extraordinaires. Et c'est vraiment une époque que j'ai adorée et ce sont des séries que j'ai aimées. Et vous êtes voilà, il y a une véritable nostalgie, hein, on l'a vu dans les commentaires des vidéos qu'on a pu faire, on l'a vu dans l'accueil que vous avez fait à cet omnibus et à cette série Ultimate Spider-Man. Spider-Man reste le héros numéro 1 de Marvel. Spider-Man reste l'icône absolue d'une génération et quand c'est bien fait, les gens répondent présent. Quand Ultimate Spider-Man est un succès, ça marche. Quand il y a des bons scénaristes et des bons dessinateurs sur la série principale, c'est également un succès. Quand les films d'animation sont bons, vous allez les voir au cinéma, Spider-Verse. Quand Sam Raimi fait des films, ils sont cultes. Et quand il y a une réunion de Spider-Man dans le dernier qui est sorti au cinéma, vous êtes également au rendez-vous parce que Spider-Man reste un personnage complètement fabuleux, iconique, culte et qui vit des aventures absolument extraordinaires auxquelles on peut s'identifier à tout âge. Voilà, l'arrivée de Venom. Comme vous pouvez le voir, j'avance un petit peu plus vite sur la fin parce qu'il y a énormément de pages, comme vous pouvez le voir. Là, c'est le numéro 36. Et donc, vous pouvez évidemment découvrir tout ça dans cet omnibus absolument fabuleux. Alors, cette première vidéo est une série de 4 vidéos. On va faire les 4 omnibus Spider-Man par Brian Michael Bendis, Mark Bagley. Les annuals sont signés par Mark Brooks, vous les verrez. Et ensuite, c'est Stuart Timonen qui va venir faire quelques numéros. Le relaunch sera fait par David Lafuente. Voilà les artistes. Et puis Mark Bagley reviendra dans La mort de Spider-Man à la fin du 4e tome, conclure ce qu'il avait débuté. Il fait l'alpha et l'oméga de cela. Et voilà, Nick Fury qui n'avait encore pas le visage, qui n'avait pas encore le visage de Samuel L. Jackson parce que Mark Millar n'avait pas encore décidé qu'il aurait le visage de Samuel L. Jackson. La vie de Spider-Man se complexifie, mais les aventures sont toujours exceptionnelles. À la fin, vous avez des couvertures variantes, vous avez les dessins préparatoires de Mark Bagley quand il a relancé la série, les intentions des auteurs, avec évidemment cette volonté de recréer tout l'univers et de créer quelque chose de culte. Mission accomplie. On se rend compte à quel point Brian Michael Bendis était talentueux. Il n'est pas mort, hein. Il est juste... Enfin, si vous voyez cette émission en 2153, malheureusement, je pense qu'il ne sera plus là. Mais on se rend compte à quel point il a apporté aux comics Marvel, à quel point il est talentueux. Et on espère évidemment qu'un jour, il reviendra sur du Spider-Man. On aimerait qu'il fasse le Spider-Man classique maintenant, qu'il revienne chez Marvel, qu'il se rabiboche avec Marvel et qu'il revienne en grande pompe pour évidemment honorer tout ça. Voilà, la révolution Spider-Man et le renouveau Spider-Man ont eu lieu dans les pages d'Ultimate Spider-Man, un omnibus culte qui est toujours disponible. Je crois qu'il y a eu plus de 3 tirages, un véritable phénomène, un succès incroyable. Vous ne vous y êtes pas trompé et vous avez fait de ce titre un succès. C'est à découvrir évidemment en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. C'est à découvrir en lien en descriptif de la vidéo, la livraison est offerte. Vraiment, ne passez pas à côté de cet omnibus cultissime et redécouvrez avec plaisir et délectation une série qui nous a fait rêver et qui continue de nous séduire. Cet omnibus et ses suites sont disponibles sur Original Comics, bien entendu. C'est important de prendre vos omnibus chez un libraire indépendant, je le rappelle à chaque fois.
Et je vous invite à nous suivre, à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir ne rater aucune vidéo et découvrir eh bien, très vite la seconde vidéo consacrée au second Omnibus Ultimate Spider-Man. Salut!